Hello tout le monde. Du coup, rebonjour pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure et bonjour aux personnes qui sont arrivées entre-temps. On va commencer ce premier événement du coup du cycle de conférences et de contenu qu'on va vous proposer dans les 3 prochains jours avec le collectif Mauvaise Herbe. Et on va commencer par cette table ronde au titre volontairement subversif. J'aime pas les jeux vidéo, mais j'en fabrique. Et donc, je vais commencer rapidement par vous présenter les différentes personnes qui vont intervenir pendant cette table ronde. Et puis après, promis, je parlerai beaucoup moins qu'elle. Donc, d'abord, on a Andy, qui est testeur assurance qualité. Camille, du coup, que vous connaissez depuis 5 minutes au moins, qui est game designer chez Homo Ludens, Léna Dobridge, qui est narrative designer chez Dontnod, et Peggy Lecouvé, qui est animatrice freelance. Voilà. Et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite par une question simple, qui est, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer les jeux vidéo? Et du coup, Camille, je propose que tu te lances. Ouais, OK, super. Bah, merci Thaïs. Vaste question. Je dirais que déjà, je pense qu'il y a tous les gens qui ont un peu travaillé avec moi, au fil des années, dans le jeu vidéo m'ont souvent entendu dire, «J'aime pas les jeux vidéo c'est trop nul», voire, mon classique: «De toute façon les jeux vidéo c'est de la merde». C'est un truc que je dis assez souvent et cette table ronde, c'était un peu aussi l'occasion de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de dire que les jeux vidéo c'est nul? Donc je me suis posé la question. Et en vrai, je pense que, c'est un besoin que je ressens parce que j'ai envie de me justifier, en fait. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de me justifier d'aimer les jeux vidéo? Ça peut sembler un peu étrange à 1re vue, mais en fait, moi, je fais partie de ces personnes qui sont un peu tombées dans le jeu vidéo assez tard. J'ai pas vraiment grandi avec, voilà, j'ai pas eu, une famille qui m'a, montré ça, ou j'avais un grand frère qui jouait aux jeux vidéo. Je pense que, c'est arrivé à pas mal de personnes, en général, et donc je regardais un peu ça, mais voilà, moi c'était pas mon médium. Moi, mon médium de référence, c'est le cinéma, et donc quand je suis arrivée dans le jeu vidéo, parce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant et que ça apportait des possibilités que je retrouvais pas dans le cinéma, notamment, bah, l'interactivité, qui est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, pour un créateur, quoi. Comment est-ce qu'on réfléchit à, un média dans lequel, bah, finalement, excusez-moi, le chat fait des bêtises, un média dans lequel, bah, la personne qui prend votre œuvre peut avoir un vrai impact dessus et peut vraiment faire quelque chose. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que, je pense qu'en fait, la culture jeux vidéo, c'est une culture dans laquelle personnellement je me reconnais pas forcément. J'ai pas forcément, les mêmes références que les personnes, qui se réclament de la culture gamer. C'est une culture qui a beaucoup de dérives. C'est une culture dans laquelle on trouve énormément de toxicité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans cette table ronde, ou dans d'autres même. Et en fait, j'aime le jeu vidéo en tant qu'experte. Donc je suis quand même game designer, donc je crée des jeux vidéo. Donc je suis évidemment que j'aime ça. En vrai de vrai, secret entre nous, j'aime bien les jeux vidéo, mais chut, ne le dites à personne. Par contre, c'est vrai que, la culture qui est autour, les pratiques de l'industrie et cetera, je n'y reconnais pas du tout. Donc pour finir cette longue tirade, à mon avis, il y a une espèce en fait de dichotomie, j'espère que j'utilise bien ce mot, entre, le fait que, voilà, je suis créatrice de jeux vidéo, c'est mon métier, c'est quelque chose que j'aime faire, et pour autant, je peux pas juste embrasser toute la culture qu'il y a autour et dire que, je la soutiens à 200 et dire que je suis à fond dedans et à fond derrière, parce que, bah, c'est juste pas le cas, en fait. Voilà. Ok. Bah, du coup, Léna, si tu veux build up un peu là-dessus et nous Ouais. dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi ne pas aimer les jeux vidéo? Bah, ça veut dire exactement tout ce que Camille vient de dire, et aussi, pour moi, je l'associe énormément avec quelque chose d'un peu plus psychologique, qui est le syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai l'impression qu'on ressent un petit peu toutes et tous dans cette industrie. Et j'ai une pratique aussi qui est venue très tard comme Camille, et qui est liée aussi à mon grand frère qui jouait. Et du coup, j'ai beaucoup regardé mon frère jouer pendant des années. Et encore aujourd'hui, j'ai une grosse pratique de spectatrice, en fait, plutôt que de joueuse. Et du coup, Ouais, c'est avec des ça, choses dont on parlera. voilà. Et avec ça, du coup, vient le fait de pas avoir les compétences qu'on attend d'un joueur en général. Enfin, de manière générale, quand on joue aux jeux vidéo, et en plus quand on travaille dans l'industrie, on attend de nous que
qu'on soit des gros joueurs, qu'on soit super assidus, qu'on adore ça, qu'on fasse que ça de nos journées. Moi, c'est pas du tout le cas, hein, comme je pense qu'on va tous le dire. J'ai plein d'autres occupations et c'est une source de stress justement de pas avoir ces compétences, et ça devient une source de stress et de syndrome de l'imposteur quand on travaille là-dedans, parce que on est sans cesse en train de questionner, est-ce que j'ai vraiment ma place ici, est-ce que je mérite d'être là, et je pense que c'est un stigmate qui est tellement enfoncé dans la culture jeux vidéo qu'on commence un petit peu à s'en dépêtrer, mais je pense que à moins que je sois pas au courant, mais on a un peu tous ce ressentiment-là, et même quand on est entouré de gens très bienveillants et qu'on trouve des super communautés comme celle-là, c'est toujours compliqué même auprès de gens qui ont la même pratique que nous, de se sentir légitime. Donc je le relie pas mal à ça, moi, le fait de pas aimer les jeux vidéo, même si j'aime bien ça en fait. Mais t'inquiète pas, en tout cas, nous on estime que tu as tout à fait ta place ici, comme tous les gens qu'on a invités et comme des tas de gens qu'on invitera les prochaines fois. Andy, qu'est-ce que pour toi ça veut dire ne pas aimer les jeux vidéo? C'est quelque chose que je vais sûrement aborder plus tard, mais pour moi, ne pas aimer les jeux vidéo, c'est ne pas aimer la culture qui tourne autour du jeu vidéo, c'est ne pas aimer l'identité de gamer. Comme Léna et comme Camille, j'ai joué très tard aux jeux vidéo. Enfin, j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, sur la Game Boy, etc. Pour moi, ça n'a jamais été une activité que j'ai considérée comme jouer aux jeux vidéo, c'était plutôt je m'occupe. Et plus tard dans ma vie, j'ai vraiment commencé à activement poursuivre des jeux qui m'intéressent et vouloir voir un peu ce qu'est le médium du jeu vidéo, qu'est-ce qu'il permet de faire. Malheureusement, quand je suis arrivée dans mon appréciation du jeu vidéo, on est arrivé aussi à ce moment où le jeu vidéo a commencé à faire une direction totalement opposée des jeux que j'aime. Et a commencé à aller dans quelque chose que j'aime beaucoup moins, qui est aussi une approche beaucoup plus capitaliste du jeu vidéo. Qui n'est pas quelque chose que j'apprécie, je suis anticapitaliste, bonjour. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez... pour moi, de dire j'aime pas les jeux vidéo, c'est j'aime pas ce qu'on en a fait, j'aime pas l'idée qu'on ait quelque chose de très très bien à la base, un médium qui est absolument génial, avec lequel on peut communiquer tellement de choses. J'ai passé tellement de moments dans des jeux où j'étais en mode genre waouh, mais c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop cool. Et maintenant, je vois les jeux qu'on fait, je vois la manière dont on véhicule le jeu, je vois comment la culture jeu vidéo tourne autour de beaucoup d'approches, entre autres capitalistes, mais aussi masculinistes, blanches, colonialistes aussi. Tout ça en un seul truc. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie, et c'est quelque chose que dont j'essaie de me séparer. Dire que j'aime pas les jeux vidéo, c'est aussi cette manière de me démarquer, de dire, moi j'ai beau être dans le jeu vidéo, le JV c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, il m'intéresse en tant que médium, il m'intéresse en tant que véhicule de quelque chose. Jouer aux jeux vidéo dans mon temps libre, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup d'autres activités qui m'intéressent beaucoup plus. Et du coup, dire, déjà je dis très rarement je n'aime pas les jeux vidéo, je dis plutôt j'ai pas envie de jouer et ça m'intéresse pas, au grand désarroi de tout le monde, mais voilà. Je dis ça souvent aussi, en vrai. Et du coup, Peggy, vas-y, pour toi, c'est quoi ne pas aimer les jeux vidéo? À mon sens, moi, pourquoi est-ce que je dis que j'aime pas les jeux vidéo? Déjà, c'est parce que c'était pas ma vocation à la base. Je suis pas arrivé dans les jeux vidéo en ayant pour envie à la base de faire des jeux vidéo. Moi, c'est vrai que je joue beaucoup. J'ai fait du speedrun, j'ai fait des compétitions, notamment sur Smash Bros Melee, donc j'avais une pratique compétitive. J'ai vu ces milieux-là, j'ai vu à quel point ces milieux étaient très cis-hétéro-blancs et à quel point ça pouvait être hostile pour des personnes qui faisaient pas partie de la majorité. Le speedrun, c'était un milieu qui était plus chouette pour le coup, mais pareil, ça demandait beaucoup de temps et moi, j'avais besoin du temps pour autre chose, notamment socialiser, faire la cuisine et ainsi de suite. À la base, je viens du cinéma d'animation. Moi, ma vraie passion, c'était le cinéma d'animation. Et je suis arrivé un petit peu à ce point un peu pivot en 2017 où il y avait le statut junior dans le cinéma d'animation en France. Il y avait des vraies réflexions qui commençaient à arriver sur la précarité, sur le fait que le milieu du cinéma d'animation faisait venir des juniors pour ensuite les user à la tâche et puis recommencer avec la nouvelle génération. Et je me suis dit, ah tiens, le jeu vidéo, peut-être que c'est différent. Et voilà, donc déjà c'était une première erreur, mais aussi la réalité c'est que j'étais passionné d'animation, mais j'avais envie plus d'en parler et d'écrire des essais dessus et d'avoir une analyse plus universitaire, alors que le jeu vidéo vraiment je me voyais en faire, parce que je me retrouvais dans le processus mécanique et dans le fait de pas toujours remettre en question et de le voir en tant que médium et de dire c'est une pratique, je suis là en tant que technicienne, je suis pas là en tant que conceptrice. Et ça me va tout à fait. Donc déjà, ça a été un premier step down à vouloir moins m'impliquer dans mon domaine, à décorréler un petit peu, on va dire, passion et profession, que d'aller dans le jeu vidéo. Donc déjà, c'était la première étape.
Et ensuite, ça s'est continué au cours de burn-out successifs, où en fait, je me suis mis à jouer de moins en moins. Je me suis mis à faire de la cuisine, faire du potager, faire ce genre de choses, parce que j'avais pas. Enfin, je trouvais beaucoup plus d'équilibre à pas me forcer à avoir une pratique de jeux vidéo, sachant que c'était déjà mon métier et que moi, je veux pouvoir me dire que je peux partir à n'importe quel moment du secteur, parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale, de me dire que j'y suis pas attaché et que j'ai des options si jamais j'en ai besoin, quoi. Ouais, Voilà. c'est aussi des choses sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir pendant cette table ronde. Il y a juste un petit point que j'aimerais bien qu'on aborde relativement rapidement et qui est donc Camille disait tout à l'heure que au boulot c'était quelque chose qu'elle disait qu'elle aimait pas les jeux vidéo et a priori c'est pas la seule à le verbaliser. Moi-même je le verbalise souvent. Et effectivement ça pose une question de est-ce que le fait de le dire et du coup de travailler avec des gens qui savent qu'on dit ça, est-ce que ça change quelque chose à notre pratique professionnelle et à la façon dont on s'inscrit au quotidien auprès des gens avec lesquels on travaille et d'où ça vient cette... Enfin, du coup, vous en avez un peu parlé, mais d'où ça vient cette posture de revendication, c'est-à-dire de faire le choix de se mettre en porte-à-faux par rapport aux personnes avec qui on peut travailler, justement. Je sais pas, si tu veux, Peggy, continuer là-dessus, peut-être. Je veux bien laisser la parole à quelqu'un d'autre, ça ne vous dérange pas avant, mais je reviendrai plus tard. Je suis vraiment Ok, il n'y désolé. a pas de souci. Andy, peut-être. Oui, techniquement, je dis pas que j'aime pas les jeux vidéo, je dis que ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est hyper important parce que j'ai remarqué qu'il y a un comportement différent, en fait. Si je dis que ça m'intéresse pas, les gens ont tendance à me laisser tranquille. Ils ont tendance à dire, ah ok, d'accord. Avant, je disais que j'aimais pas les jeux vidéo. Souvent, je dis que j'aime pas certains jeux vidéo. Souvent, je dis que j'aime pas certaines pratiques. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus chiant quand je le dis. Parce qu'après, les gens, ils sont toujours là à revenir en mode « Ah, mais toi qui as dit que t'aimais pas machin, pourquoi est-ce que t'as joué à ça? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos ?» Et c'est ces moments-là où j'ai envie de les regarder et de leur dire « Ferme-la, me parle pas, viens pas à mon bureau pour me faire chier, c'est mes heures de travail, je suis pas payée pour ça. » Alors que si je dis ça m'intéresse pas, les gens laissent couler, ils partent ailleurs, ils vont parler à d'autres gens à qui ça les intéresse un peu plus. Et c'est aussi parce que j'ai une fatigue sociale qui vient très très vite. Et j'adore écouter les gens parler de trucs qui les fascinent. Je déteste écouter les gens parler de trucs dont tout le monde parle, de la même manière, sans aucune profondeur. Et du coup, avoir n'importe qui me dit que Final Fantasy VII c'est le meilleur JRPG du monde et que je devrais y jouer parce que je n'ai jamais joué à un bon JRPG et c'est pour ça que je les aime pas, j'ai juste envie de me dire, je ne suis plus là mentalement, je suis partie sur Uranus, je suis en train de vivre ma meilleure vie dans une planète qui n'est absolument pas celle-ci, et je n'ai absolument pas envie de t'écouter. Et c'est surtout que quand on dit, moi d'expérience, quand je dis j'aime pas quelque chose, les gens ont tendance à ne pas remettre en question le fait que je peux avoir de la connaissance sur d'autres choses en fait. J'ai beau ne pas aimer les JRPG, je m'y connais, je m'y suis intéressée, il y a une raison pour laquelle je les aime pas en fait. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais au travail, où je ne suis pas payée pour ça, je n'ai pas envie d'avoir ces conversations-là, et du coup, je laisse ça de côté. Et si les gens sont un peu plus intéressants, un peu plus ouverts à la conversation, je peux peut-être le faire sur mon temps un peu plus libre. Mais non, au boulot, non. Ouais. Mais du coup, voilà, vous avez déjà une excellente raison d'être venu. Vous repartez avec un super conseil. Faut pas dire qu'on n'aime pas, faut dire que ça nous intéresse pas. Comme ça, on désamorce le conflit. En vrai, je vais tester ça. Moi, je veux bien Vas-y, rebondir Camille. là-dessus parce que pour le coup, moi, j'aurais tendance à rapprocher tout ça de mon métier. Donc moi, je suis game designer et honnêtement, je pense que si je dis que je veux jouer aux jeux vidéo, ça m'intéresse pas, je vais me faire allumer, mais comme jamais. Limite, c'est plus facile pour moi, je pense, de dire que j'aime pas les jeux vidéo. Bon, c'est toujours un peu de la provoque. En vrai, j'aime bien provoquer un peu, j'aime bien, faire des raccourcis, ça m'amuse. Après, quand les gens viennent me questionner, bon, je suis obligée d'avoir un peu la patience de leur dire: «Eh oh, réfléchis 2 minutes. Oui, c'est pas vraiment que j'aime pas les jeux vidéo, mais nanana» et je commence à m'expliquer un peu. Mais, en vrai, ouais, je pense que, moi, j'avais envie de répondre à ta question, Thaïs, en le rapprochant, de mon métier spécifiquement parce que, j'ai l'impression qu'en fait, quand on est game designer, il y a une pression, incroyable à, tout connaître, jouer à tout.
Et si en fait le jeu vidéo c'est pas ma passion numéro 1, c'est pas ce que je fais quand je rentre chez moi le soir, c'est pas ce que je regarde, enfin si j'ai raté le 3, c'est bon, c'est la misère, j'ai raté tout un pan de mon expertise alors que bref, pour moi c'est pas que ça, mais ouais, il y a une vraie pression là-dessus en fait et moi elle me met hyper mal à l'aise parce que du coup, j'ai l'impression que, bah, je serai jamais légitime. J'ai l'impression que c'est jamais assez, que même si je rentrais chez moi jouer aux jeux auxquels j'ai envie de jouer, bah, ce serait pas assez parce qu'il faut jouer à tous ceux auxquels j'ai pas envie de jouer également et je rejoins un peu Andy sur le fait qu'au final, moi, ce que je dis plus souvent, c'est, que j'aime pas des genres de jeux. Quand les gens m'en parlent, je suis là: «Mais désolée, mais en fait, j'aime pas les roguelikes, j'aime pas non plus trop les jeux de stratégie et en fait, j'aime pas trop non plus les, tacticals et en fait, j'aime pas non plus» et quand je fais la liste, bah, oui, forcément, il y a plein de jeux que j'aime pas, en fait. Mais il y a un truc super important qu'il faut, je pense, que tout le monde ait en tête, c'est que ma pratique de joueuse et ma pratique d'experte, elles sont extrêmement différentes. Hem Je suis tout à fait capable, d'aller, faire du benchmark, d'aller, regarder un jeu de stratégie demain et d'y jouer et de tester des choses, dans la pratique de mon travail et d'ailleurs, c'est même, logique que je sois rémunérée pour mes recherches, dans le cadre du travail. Si je n'ai pas envie de jouer à un jeu de stratégie à côté, évidemment, moi, j'aimerais que ce soit, on va dire, universellement accepté et je pense qu'il y a beaucoup de personnes marginalisées, game designers ou n'importe quel autre métier qui se sont un jour entendus dire qu'ils ou elles n'avaient pas de culture vidéoludique assez grande et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, on me l'a dit quand je suis arrivée, quand j'étais stagiaire et c'est un peu à double tranchant parce que du coup, on a l'impression que c'est jamais assez, donc on se minimise. Je disais au début que, je me suis mise à jouer aux jeux vidéo sur le tard, mais en vrai, si je commençais à vous faire le détail, je faisais des nuits sur World of Warcraft quand j'avais 16 ans, je jouais, à, Mario 64 quand j'en avais 8, enfin voilà, en fait, en vrai, Ne fais j'avais des pas ça, Camille, on a peu de temps. pardon. J'avais des pratiques de joueuse, en tout cas qui sont avérées, mais comme le disait très bien, je crois que c'était Andy tout à l'heure, je considérais pas forcément ça comme du jeu vidéo en tant que tel ou comme étant une gameuse. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voudrais qu'on passe sur un second point et en plus c'est intéressant parce que la question a aussi été abordée dans le chat déjà, et qui a un petit peu cette question de la différence des contextes, c'est-à-dire le contraste qu'on peut ressentir en tant que professionnel quand on intègre entre guillemets la culture jeu vidéo avec les idées qu'on a pu recevoir des milieux universitaires, mais aussi d'une grande partie de la presse qu'on a pu recevoir dans les écoles de jeux vidéo, qu'on peut avoir à travers aussi les musées, les institutions culturelles, mais aussi les conf pro, la GDC, les machins comme ça. Et en fait, la réalité de qu'est-ce que ça va être taper dans un studio, de qu'est-ce que ça va être la marge de création qu'on va avoir, et qu'est-ce que ça va être aussi, de fait, des questions économiques qui seront liées potentiellement, c'est-à-dire forcément qu'on est plus stable quand on fait pas ce qu'on aime. C'est triste, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc voilà, et je crois que Peggy, justement, c'était un sujet qui t'intéressait. Ouais, absolument. C'est un peu mon obsession du moment, c'est de me rendre compte à quel point les milieux qui sont en marge, enfin qui côtoient le jeu vidéo sans forcément faire partie des milieux professionnels, que ça soit la presse et les écoles de JV, les milieux universitaires, continuent de fonctionner sur certains corpus de jeux, c'est-à-dire qu'on entend toujours parler de Shadow of the Colossus. Last of Us, c'est presque un des plus récents en fait, mais sinon ça va être des références comme Symphony of the Night, comme des jeux d'enfance, ou comme les quelques jeux qu'ont pu avoir le privilège d'être analysés dans les circuits universitaires, d'avoir des youtubeurs qui en parlent et ainsi de suite, quoi. Et force est de constater que le corpus se renouvelle pas tant que ça. Il y a quelques jeux qui sont abordés parce que c'est les grosses c'est les grosses killer apps de l'année ou parce que c'est des jeux qui font un peu sensation. Mais je trouve qu'on manque vraiment d'actualisation sur tous les milieux qui sont en dehors du jeu vidéo pour vraiment parler de jeux vidéo, pour les apprécier et pour avoir des outils critiques autour du jeu vidéo. C'est super dur de parler de FIFA et d'avoir un regard critique sur FIFA. C'est super dur de parler d'Among Us et autrement que par le prisme du créateur et de la culture des auteurs, quoi. On manque d'analyses qui sont pas seulement celles d'un état de l'art, mais qui sont aussi des analyses de gameplay et de critique. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et la majorité des personnes de l'industrie que je connais et à qui j'échange des références sont un peu tout le temps comme ça sur ces appréciations. Ils vont me dire, bah, moi, j'aime bien Dark Souls, j'aime bien Journey. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses je sais pas, tel jeu sur appli, de tel jeu mobile? Qu'est-ce que tu penses de Candy Crush?
Et parce que c'est tout à fait légitime d'en parler, et surtout dans l'industrie, on devrait être capable d'avoir des outils critiques pour parler de tout, quoi. Et voilà, donc ça c'était le départ de ma réflexion. Bon, je pense qu'on a une table ronde pour le prochain événement Mauvaise Herbe qui est né sous vos yeux. Parce qu'en vrai, c'est vachement intéressant, effectivement. Et je serais ravie à un moment donné d'avoir l'occasion d'échanger sur ces questions. Est-ce que je peux rebondir un tout petit peu? En fait, du coup, maintenant, je travaille... J'aime pas trop dire où je travaille, mais je travaille sur un jeu qui s'inspire pour son contenu beaucoup de films. C'est une culture dans le studio que je trouve qui est vraiment différente parce que du coup, on s'organise des soirées films, on s'encourage à regarder d'où viennent nos inspirations, etc. Et on a quand même pas mal d'inspirations qui sont en dehors du JV. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment déjà glorifiant quand on entre dans ce genre de boîte, c'est qu'on a ces références. Moi, j'aime vraiment beaucoup les films et j'aime beaucoup les films d'horreur. Du coup, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'ai des pairs avec qui je peux un peu plus communiquer. Mais c'est vrai qu'en plus, on se détache beaucoup de ces jeux emblématiques dont tout le monde parle et que tout le monde refuse de lâcher. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment... dans la culture du JV, en fait, qui est tout le temps là. Je crois que c'est quelque chose qu'on va aborder, mais l'idée de la culture du jeu vidéo comme quelque chose un pilier emblématique blanc, cis, tout ce qui va avec, c'est aussi rattaché... C'est le prochain sujet, donc lâche-toi, on embraye... nickel. Je trouve que cette culture, ces titres, c'est vraiment rattaché à ce pilier culturel que les gens voient comme la Bible, entre guillemets, du jeu vidéo. C'est toujours les 3 mêmes titres qui ressortent, c'est toujours les mêmes types de références qui ressortent, et comme tu l'as dit, Peggy, on adresse très peu les jeux mobiles, les jeux d'autres pays. Je sais que quand j'étais étudiant, je jouais beaucoup sur mon téléphone, j'adore les jeux mobiles. Je passe beaucoup de temps sur des match 3, des jeux de dress-up. J'adore télécharger des trucs, tester, même si c'est nul. Genre, je joue un peu et puis genre j'ai bien. Et ces derniers temps, pendant l'année dernière, il y a eu Genshin Impact qui a explosé. Genshin Impact est un jeu chinois du coup et surtout un jeu qui est pensé pour la console mais aussi mobile. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est des jeux il y a des gros jeux comme ça, même Candy Crush, c'est des jeux qui sont emblématiques, qui ont énormément de bonnes pratiques, énormément de mauvaises pratiques aussi, ça va aussi l'un avec l'autre, mais il y a énormément de bonnes pratiques dont on parle très très peu. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est que quand je suis avec des professionnels ou même des étudiants et qui me parlent de leur culture du jeu vidéo, il doit y avoir quelques titres là-dedans, forcément j'y ai joué, forcément je les aime bien, mais je me retrouve très très peu dans ces titres-là. En tant que personne queer, c'est aussi ça, c'est que me retrouver dans un jeu, retrouver une personne qui me ressemble, retrouver une personne non binaire qui n'est pas un robot ou un alien, même si j'adore les robots, j'adore les aliens, c'est super compliqué. Trouver un personnage qui est une femme qui n'est pas dans les codes traditionnels de la femme healer, la femme... jolie, séduisante ou juste garçon manqué. Enfin, il y a tellement de codes, de tropes, on est ancré dans quelque chose qui, pour moi, n'est juste pas la direction que j'ai envie de prendre, n'est pas la culture dans laquelle je me retrouve. Et ça devient très, 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 très dur d'avoir ce dialogue avec ces gens-là à cause de ça. Je sais pas si ce que j'ai dit fait sens. Si, complètement. Et Léna, je ne sais pas si tu veux rebondir un peu sur ce qui a été dit, mais parce qu'effectivement, on parle de la dimension raciste et de la dimension coloniale de l'imaginaire du jeu vidéo. J'imagine que tu as des choses à dire. Que dire, quoi. Il y a vraiment des trucs. Moi, c'était... Je te file la patate chaude. Ouais. Après, c'est intéressant comme question, et les questions de représentation et d'authenticité dans le jeu vidéo, c'est des trucs qui m'intéressent énormément, et c'est une pratique que j'essaie d'avoir dans les studios où je bosse, ou en tout cas dans les projets sur lesquels je bosse, j'essaie de toujours avoir ce regard-là. Et je me trouve souvent dans des débats où, quand on va parler d'authenticité, quand on va parler de donner des jobs d'écriture ou des jobs de design ou quoi que ce soit à des personnes qui sont concernées par les thématiques d'un jeu, donc par exemple, si on fait un jeu avec un personnage de femme noire, est-ce qu'on pourrait le donner à une autrice qui est une femme noire ? Et souvent, ces débats vont être beaucoup en écriture, en tout cas en design, je sais un peu moins, mais ça va être, est-ce que tu penses que je peux pas écrire un personnage correctement ? De toute façon, c'est le travail d'un écrivain, c'est de pouvoir s'imaginer la perspective de quelqu'un d'autre, et voilà. On a souvent ce genre de débat, et il y a un petit peu ce côté très... c'est très prévalent, quoi, dans le jeu vidéo aussi. C'est, vu qu'on est une culture qui est un petit peu plus jeune quand même que le cinéma, la littérature et tout ça,
on a envie de se saisir de tout et de vouloir tout faire. Et j'essaye, en fait, pour moi, mon point de vue sur ces questions-là, c'est que le plus important pour moi, c'est la rémunération, en fait, tout bêtement. J'ai pas envie de débattre de est-ce que une personne racisée est plus à même d'écrire qu'une personne non racisée. J'ai juste envie qu'on rémunère des gens qui ne sont pas juste tous des personnes blanches, cis hétéros et tutti quanti. Et j'ai un peu du mal à faire entendre ce genre d'argument parce qu'effectivement, on va repartir sur des questions d'esthétique, sur des questions de mais on est tous frères et sœurs et on pourrait tous en parler, etc. Et c'est pas, pour moi, il y a un gros souci quoi dans la représentation, enfin dans la répartition quoi des personnes qu'il y a dans cette industrie. Et ben, ça se voit un petit peu d'ailleurs dans cette table ronde. Hein. C'est pas, malheureusement, c'est toujours le cas quoi, même si on fait des efforts et c'est très difficile d'accès. Et c'est pour ça que des initiatives comme Afrogameuse et tout, ça fait plaisir parce que ça permet de justement mettre en avant des personnes qui ressemblent un peu plus à moi et même pas forcément à moi, mais qui ressemblent à autre chose quoi. Et oui, voilà, c'était un petit peu rambling, mais c'est un peu ça mon opinion, c'est que pour moi, c'est un débat éternel et c'est un débat qui a ni queue ni tête de savoir qui est le mieux placé pour parler de ces choses-là ou comment mieux représenter ces personnages-là quand on n'est pas concerné. Pour moi, j'ai juste envie de rémunérer les gens qui sont concernés déjà. On verra après. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, on est obligé de se rendre compte, nous on s'en est rendu compte dans l'organisation, que on n'a pas forcément à l'esprit au quotidien à quel point notre environnement professionnel est blanc. Et en fait, c'est quand on commence à chercher des personnes racisées qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire, si on ne fait pas la démarche active de s'en rendre compte, on passe complètement à côté du problème. Et effectivement, c'est Et c'est absurde. une démarche active qu'on est très timide à faire dans le jeu vidéo. Alors, dans les conférences et dans les collectifs comme ça, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus à l'aise avec ça et on est à l'aise d'en parler et de dire que je suis une personne racisée, donc j'ai une opinion là-dessus. C'est très, 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 très timide dans les studios encore aujourd'hui, hein. Enfin en France particulièrement, quoi. C'est les quotas et les choses comme ça, on ne veut pas en discuter. Et j'ai l'impression que j'aimerais bien qu'on décomplexe un petit peu ce truc de « Oh mon Dieu, mais je veux pas te réduire à ta couleur, ou je veux pas te réduire à ton genre, ou quoi que ce soit. » Et juste, réduisez-moi, payez-moi, et puis ça ira très bien. C'est ça. Réduisez-moi, mais augmentez-moi. Mais oui, et puis effectivement, après, il y a cette question du oui, alors est-ce qu'il faudrait recruter une femme noire pour écrire ce personnage de femme noire? Mais en fait, on pourrait aussi recruter une femme noire pour écrire un personnage de mec blanc, en fait. Parce que si la logique, c'est les mecs blancs sont capables d'écrire des personnages de femmes noires, spoiler alert, je pense que les personnages de femmes noires sont probablement bien mieux placées pour écrire des personnages de mecs blancs parce qu'elles en ont bouffé toute leur life. Voilà. Le message est passé. Je dirais même plus que en ce moment, le capitalisme est en train de nous avoir parce qu'on demande de la représentation, on demande d'avoir des représentations qui sont plus diverses. Et le problème, c'est qu'on est en train d'avoir raison, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de diversité apparente dans les personnages du jeu. Mais en fait, c'est vouloir résoudre un problème en résolvant un symptôme. C'est comme de dire, ok, j'ai des allergies chroniques, eh ben tiens, mouche-toi plus souvent. Tu vois, c'est le cœur de la demande, c'est pas d'avoir plus de représentation dans des jeux, c'est d'avoir plus de diversité dans les studios. Et si on continue d'avoir juste des exécutants blancs qui écrivent des personnages minorisés, on n'a absolument pas du tout résolu le problème. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est un front de bataille d'à peu près toutes les personnes marginalisées. C'est qu'il faut absolument pas qu'on endorme les consciences sur cette question-là, parce que c'est absolument primordial, quoi. Et donc, ouais. Ouais, c'est clair et net. Je sais pas, peut-être Camille, si tu veux ajouter quelque chose sur ce côté justement, que l'idée qu'aimer les jeux vidéo, c'est aussi adhérer à une culture vidéoludique particulière qui du coup s'ancre dans la nostalgie, dans l'entre-soi, du coup masculin, voire masculiniste, blanc du coup comme on l'abordait, et aussi du coup à cause de cette nostalgie d'un certain âge aussi. Ouais, je pense qu'on l'a un peu tous et toutes vécu ici, hein, de toute façon en tant que professionnel, dans l'industrie, ouais. Moi, j'ai clairement, pas les mêmes et en fait, on pourrait même aller plus loin que le jeu vidéo, en fait. Moi, j'ai pas forcément les mêmes références que les personnes qui sont autour de moi parce que faut savoir quand même que beaucoup de professionnels de l'industrie du jeu vidéo sont
avant tout des joueurs et des joueuses, même si elles sont moins nombreuses. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression, enfin, des fois, en fait, je pète un câble parce que je me dis: «Mais j'étais où? Où est-ce que j'ai raté ce pan de la culture? Mais je faisais quoi?» Des fois, je me pose la question et ils ont l'air tellement de se comprendre, de se reconnaître, enfin bref, moi, j'ai dû beaucoup rattraper, entre guillemets, «ce manque de culture» pour pouvoir un peu aussi, bah, avancer camouflé. Enfin, pour pouvoir, voilà, asseoir ma position et dire: «Beh, je suis quand même, je fais un peu partie, enfin, on n'est pas si différents, on fait un peu partie du même bateau». Et c'est vrai, voilà, moi je peux que constater ça et dire que, bah, voilà, moi en tant que professionnelle, j'ai quand même été obligée, bah, du coup de, entre guillemets, voilà, «rattraper», mes lacunes de culture vidéoludique. Et en vrai, on pourrait se poser la question de à quel point est-ce que c'est pertinent? À quel point est-ce que, c'était vraiment nécessaire? Et il y a un truc aussi, que j'aimerais, mettre en avant et je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je laisserai, l'appréciation, mais moi, du coup, j'ai commencé à travailler, de chez Ubisoft et j'ai travaillé sur Just Dance. Il se trouve que j'ai demandé à travailler sur Just Dance pendant mes entretiens. Enfin, j'ai dit: «Voilà, moi, Just Dance, c'est un choix, c'est quelque chose qui m'attire et cetera», parce que justement, j'étais plus attirée par les jeux casual de par, bah, mon goût personnel et mes connaissances vidéoludiques. C'était un milieu, du jeu vidéo que je connaissais mieux. Et du coup, bah, voilà, j'ai travaillé sur un jeu casu pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup d'UX et cetera. Donc j'ai une coloration de game design qui est très particulière et pas spécifiquement pas très gameplay, pas très 3C, qui sont un peu les sujets, mascu numéro un dans le game design, parce qu'on pourrait parler de ça d'ailleurs, mais bon, bref. Et donc pas très tech, mais beaucoup plus, psychologie, profil de joueur et cetera, forcément. Et maintenant, quand je me fais embaucher dans des studios, bon, évidemment, je fais valoir cette compétence parce qu'elle existe, elle est là, c'est normal, mais je me fais souvent embaucher sous le prisme de: «Ah bah, tu vas apporter quelque chose de différent à l'équipe, ah mais c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui, est capable de, voir autre chose». Et c'est pour ça que je dis que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose parce que c'est vrai. On est là pour dire depuis tout à l'heure, on dit que c'est vrai, qu'il faut des gens divers et qu'il faut des gens, nouveaux, mais à un moment où j'aimerais bien quand même qu'on me recrute parce que, j'ai, des compétences, en game design, une éthique de travail, solide, parce que voilà, je suis une experte au même titre que, Jean-Michel gamer, mascu, voilà. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui, je pense, moi me trigger encore un peu et me fait un peu mal parfois parce que, je suis obligée, point d'interrogation, d'embrasser cette position de je suis à la marge, je suis un peu sur le côté, c'est ma force, je vais vous apporter ça à vous. Et en même temps, j'aimerais juste être un game designer comme les autres, enfin voilà, demain vous me mettez sur un tactical, je le ferai très bien en fait, il y a pas de problème, je connais mon métier quoi. Donc voilà. Ouais, mais du coup, c'est assez chaud parce que tu as évoqué un certain nombre de choses. Donc là, je suis un peu, vous connaissez le conducteur, donc je vais un peu grouper 2 points. Je triche parce que j'ai envie de vous écouter plus. Donc du coup, je vais couper le conducteur. Mais il y a cette espèce d'injonction que vous avez tous plus ou moins évoquée à justement faire peser sur les personnes marginalisées la responsabilité de changer une culture. C'est-à-dire d'être, comme tu dis, cette personne qui va amener de la fraîcheur, un regard neuf, voilà, ou alors qui va devenir notre asset, qui va nous donner le droit de parler de ça dans notre jeu, ou ainsi de suite. Donc voilà. Et c'est vrai que donc on l'a déjà un peu évoqué, mais il y a un vrai poids sur les personnes marginalisées qui est lié à ça et qui existe à la fois pour les professionnels et pour les joueurs-joueuses d'ailleurs. Justement, ça fait partie des choses que l'association Afro Gamers évoque fréquemment. Et en plus de ça, il y a un poids professionnel sur la réception de notre parole. C'est-à-dire simultanément, on nous dit on a besoin de toi, on a besoin de ce que tu apportes de différent, et en même temps, bah, t'apportes des trucs différents, donc on se comprend pas, donc c'est chiant de bosser avec toi, c'est trop dur. Voilà, donc on va un peu dodge, quoi. Et ça, c'est des choses qui ont
potentiellement de l'impact, à la fois en termes de santé mentale, par rapport à ce que Léna, tu évoquais en introduction, c'est-à-dire par rapport à la légitimité qu'on va percevoir de nous, que les autres vont percevoir de nous aussi, parce qu'elle peut fondamentalement différer. Et donc voilà, j'aurais un peu voulu avoir votre ressenti là-dessus, sur ces injonctions-là et sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur vous. Peut-être Andy, si tu veux y aller. Du coup, je fais du test assurance qualité. Mon taf est vachement plus technique que les autres personnes ici. Je suis pas du tout dans l'aspect création, je suis dans l'aspect contrôle de la création. J'ai eu un post où j'avais l'occasion de faire des retours sur l'histoire, sur la qualité du jeu, sur les scènes, le rythme, etc. J'ai eu énormément de chance parce que c'était des retours qui étaient entendus, parce qu'on partait du principe que le QA était le premier récepteur du jeu tel qu'il était pensé comme un jeu. Du coup, c'était cette boucle de feedback qui était très importante. Mais d'un point de vue général, d'un point de vue expérience avec des gens avec qui je parle, qui sont dans l'industrie, d'une, j'ai pas envie d'être le champion de la diversité. J'ai autre chose à faire de ma vie, très honnêtement. Je suis pas là pour que les gens qui ont cette espèce de guilt de ah mais on n'a pas assez de diversité dans notre équipe et du coup toi t'es une personne qui est genre plusieurs trucs en même temps et du coup c'est trop... je m'en fous. Gère tes problèmes dans ta vie privée, parle à un psy si tu veux, sinon tu peux me payer, je suis aussi psychologue. Mais quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est que dans les peu de moments où j'ai cette ouverture d'esprit de me dire ok, je suis là pour faire ce pont entre cette diversité qu'ils veulent amener et le contenu qu'on a, c'est un refus de leur part. Quand je dis de leur part, c'est le mec cis blanc, tout ça, c'est de s'éduquer sur moi, mes points de repère. Je lis énormément d'articles sur la conception des jeux. Je suis tout le temps genre in the discourse parce que j'ai Twitter et que je suis internet poisoned. Je suis tout le temps dans ce genre de truc. J'ai toujours une opinion, même si je le dis pas toujours. J'adore discuter, mais c'est super relou quand tu veux discuter d'un truc et que la personne en face refuse de voir d'où tu viens. Et du coup, des exemples, c'est regarder des jeux indie qui sont vachement plus LGBT, regarder du contenu narratif qui est beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans autre chose que la male pain, qui est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ces dernières années. Et c'est des gens, tu vas leur donner des pistes, ils vont pas forcément les écouter, ça crée cette boucle de fatigue de j'essaye, je suis là pour essayer, je le fais de bonne volonté. La personne en face de moi est parfois réceptive, l'est souvent pas trop, souvent pour des arguments qu'on a déjà évoqués, qui sont qu'on n'a pas forcément le temps, qu'on n'a pas forcément envie de jouer à ce genre de jeu, qu'on n'a pas forcément envie de bidule le truc muche. Toujours un argument pour dire j'ai pas forcément envie ou j'ai pas le temps. Mais le problème que j'ai, c'est que je suis dans l'industrie et que idéalement j'aimerais évoluer dans un poste de création, j'aimerais vraiment être dans un poste d'écriture, j'aimerais dans un poste de conception pure, et j'aimerais utiliser ce moment de ma vie, de ma carrière, pour justement arriver à amener quelque chose, pas forcément de différent, mais quelque chose qui me fait du bien moi personnellement en fait. J'ai envie de voir un personnage trans dans un jeu qui tourne pas autour du fait qu'il est trans. J'ai envie de voir un personnage qui n'est pas ancré dans des codes tels qu'on veut les ramener tout le temps dans le jeu. Et j'ai envie de créer ce personnage. Le problème que j'ai, c'est qu'on est dans une culture du jeu vidéo où les joueurs ne sont pas forcément réceptifs. Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Dungeon Boyfriend, le jeu de Kid Fox Game, qui a créé une histoire avec un contenu qui mérite du trigger warning. Ils ont mis un trigger warning qui n'était peut-être pas assez descriptif, je sais pas, j'ai pas forcément joué au jeu, mais par contre j'ai vu la réception de la part des joueurs et ça a été catastrophique. Ils ont détesté, ils ont attaqué les gens. C'est des Kid Fox, c'est des gens qui essayent de faire du jeu différent, qui essayent de faire du jeu divers. C'est un petit studio et on les a tenus à un degré de qualité qui était espéré d'eux, avec laquelle moi je suis pas d'accord. Et surtout, on espère des gens marginalisés d'amener quelque chose de wholesome dans le jeu. Je parlais de la problématique LGBT parce que c'est ce qui me concerne, mais si moi j'amène un truc LGBT, on va me proposer un personnage LGBT qui n'est pas problématique.
parce que il faut que la diversité soit non politique. Il y a eu ce mème qui est tourné, qui était genre les deux genres, male et political, les deux races, white et political, et c'était un peu ça, et c'est l'idée que j'ai avec la culture du jeu vidéo, c'est que on a beau avoir plus de représentation, on a beau essayer d'amener plus de diversité dans les studios, je suis désolée, je parle beaucoup, je vais laisser la parole, on est quand même face à deux feedback loops qui sont les gens dans l'industrie qui voient pas forcément l'avantage d'avoir cette diversité ou qui sont un peu ou qui sont ouverts mais on a du mal à la garder, on a du mal à leur donner des positions qui font qu'ils auront effectivement un levier, mais on a aussi le public du jeu vidéo qui est dans cette feedback loop absolument horrible de si tu dois me donner le contenu que je veux, il doit être exactement comme je veux qu'il soit fait, et moi ça me retire toute ma, je suis désolée, je l'ai que en anglais, mais ma self-agency, qui est que si j'ai envie de créer quelque chose, je la crée en mes termes. Et c'est quelque chose qui crée beaucoup de fatigue. Et voilà, c'est mon avis. Maintenant, je laisse la parole à d'autres gens qui ont beaucoup de choses très sympas aussi à dire. Peggy, peut-être, t'as l'air de vouloir rebondir. Ouais, j'ai plein de trucs à dire, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, en fait, je voulais en parler du mème là sur blanc et politique, hétéro et politique. Déjà parce que au début, je comprenais pas ce mème. Enfin, je pensais que c'était vraiment une manière de déterminer l'extrême droite et des milieux un peu, on va dire, un peu radicalisés. La réalité, c'est que j'ai bossé sur des wholesome games et dans des boîtes qui se présentaient comme étant un peu l'alternative aux jeux vidéo dominants. Et qu'en fait, j'ai senti qu'on m'embauchait et qu'on me reconnaissait comme l'extension d'une meuf. C'est-à-dire, il faut des meufs dans le jeu vidéo et des profils marginalisés. Et en tant que personne trans non-binaire, je rentre dans cette catégorisée meuf, puis personne racisée et marginalisée et queer derrière. Et ce qui fait que chaque fois que j'essaie de parler de mes expériences, on applique un début et un espèce d'agrégat de concepts féministes à mon expérience, alors que j'ai pas le même retour d'expérience qu'une meuf cis quand je suis dans les espaces publics, par exemple, pour parler des espaces publics. Et ce qui fait qu'en fait, je peux pas parler de mes expériences parce que chaque fois, on va pas les considérer comme spécifiques. Il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'on m'a effectivement, sur les 3 ans où j'étais out dans le jeu vidéo et où j'ai bossé sur des jeux, on m'a effectivement consulté sur des questions. Mais c'était toujours des questions cosmétiques. Du genre, on a une meuf cis lesbienne dans un jeu, comment est-ce qu'elle devrait être habillée, tu vois ? Ou on a un personnage qu'on veut qu'il soit pas genré, comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait pas l'air d'être genré ? Mais j'ai pas écrit le scénar, j'ai pas du tout travaillé sur les répliques, j'ai rien fait d'autre en fait que juste donner un gage de représentation. Alors que souvent, on le sait en fait sur les histoires qui sont des représentations queer, c'est souvent pas juste la question cosmétique qui pose problème, c'est aussi genre dans les fondements comment t'écris ton histoire et comment tu la considères. Et penser que le rôle de consultante, c'est juste faire une deuxième passe sur la représentation des choses, ça résout pas les choses. Peut-être que ça t'évite un shitstorm sur Twitter pour les gens qui auront vu la bande-annonce, mais c'est tout. Et voilà, c'est ça que ça m'inspire quand on a évoqué le sujet. Ouais, et accessoirement, sur ces questions de cosmétique, il y a aussi l'idée que il y aura toujours la facilité de se ranger aux stéréotypes, c'est-à-dire que tu as ton personnage de femme cis lesbienne, elle finisse avec une chemise à carreaux, mais qu'en même temps, elle soit pas non plus complètement butch, parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir dans un jeu vidéo, donc elle va quand même avoir les cheveux longs, une queue de cheval et un débardeur un peu décolleté en dessous de sa chemise à carreaux, et au final, tu seras juste simultanément sur un stéréotype de c'est quoi une femme cis dans un jeu vidéo et c'est quoi une lesbienne dans ma tête. Et au final, de toute façon, dire ça, c'est déjà présupposer qu'une lesbienne dans un jeu, elle va suffire à représenter toutes les lesbiennes. Donc, déjà, dans la démarche, ça va pas, ça fonctionne pas. Peut-être Léna, Camille, si vous voulez rebondir assez rapidement. Je vous cache pas qu'il va falloir qu'on passe sur le dernier sujet, mais si vous voulez rebondir, allez-y. Ouais, c'était, tout ce qui a été dit, je suis totalement d'accord, et j'ai l'impression qu'on a aussi, avec les questions de représentation et le côté très seconde passe et très cosmétique qu'on a là-dessus, c'est quelque chose que je ressens énormément. Alors, ça n'a pas forcément été mon expérience personnellement, mais c'est l'expérience de beaucoup de gens qui font du consulting. Et j'ai l'impression qu'on a un désir de représentation et de diversité qui est très présent ces dernières années, et je le ressens comme un désir de satisfaire un certain type de personnes qui vont peut-être potentiellement créer du shitstorm sur Twitter. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément surtout dans les questions de représentation de personnages noirs ou racisés,
une timidité à aborder certaines choses et une envie de les polir et de les rendre les plus acceptables et les plus gentils et les plus doux possibles. Il faut pas que le grand noir il fasse peur, il faut pas que la noire elle soit un peu en colère parce que sinon bah c'est pas bien. Et j'ai l'impression que ce genre de réaction outrée qu'on a sur Twitter, c'est rarement des personnes concernées qui les ont. Et c'est des gens qui vont aller crier et amplifier les voix des femmes noires et crier par-dessus des femmes noires en fait quand elles font ça. Et donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le souci que j'ai avec la représentation ces derniers temps, quoi. C'est que ça s'est fait un peu happer par le capitalisme, quoi. C'est du damage control, on a envie que ce soit joli et que les gens trouvent ça cool sur Twitter et s'énervent pas trop. Et une volonté de vraiment respecter et apporter de l'authenticité et apporter de la représentation pour des personnes concernées, pour des femmes noires qui se voient pas dans le jeu vidéo, ça existe quasiment pas, quoi. C'est vraiment du damage control. Donc ouais, c'est pour ajouter mon petit mot à tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Ouais, notamment, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder pendant le Q&A de mardi avec Younes, justement, se poser la question de est-ce qu'on arrive à trouver, et si oui, où dans le jeu vidéo, des représentations justes en l'occurrence, du coup, des cultures musulmanes et des personnes musulmanes. Camille, peut-être vite fait, sinon j'embraye... si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je voulais juste rebondir sur le Boyfriend Dungeon, là, parce que j'y ai joué pour le coup. Et en effet, moi, en fait, je voulais juste souligner le fait que je pense que c'est la première fois ou une des premières fois où je vois en fait un trigger warning au début d'un jeu qui me dit attention. Et je me souviens du wording, moi j'ai lu avant le patch, parce que donc ils l'ont patché pour être un peu plus explicite sur leur trigger warning. Mais il y avait déjà écrit que ça allait parler de manipulation émotionnelle, voilà, de trucs de pick-up artist, etc. Parce que c'est quand même un jeu de dating, donc c'est un simulateur de rencontre, entre autres. Et en fait, soulignons quand même que voilà, c'est la première fois, en tout cas personnellement, je pense que je vois ça. Et quand je l'ai vu, je me suis arrêtée, je me suis dit waouh, mais c'est génial en fait. Et voilà, pour les gens qui connaissent un peu la scène du dating, dont j'aime bien parler parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, bah en fait c'est des choses qui arrivent et c'est important de pouvoir d'être capable en tant que développeur de représenter ça qui est une réalité. Enfin, même si c'était pas une réalité, ce serait pertinent également. Mais voilà, je voulais juste rebondir là-dessus et dire qu'on oublie trop souvent que bah déjà le fait qu'il y ait ce trigger warning, ce soit vachement bien. Et moi, j'ai pas trop compris la polémique. Donc Ouais. voilà. Surtout qu'en plus, il faut mettre au crédit Kid Fox que peut-être que le trigger warning n'était pas assez explicite, mais ça reste un jeu dans lequel l'intention de prendre soin des joueurs et joueuses est extrêmement explicite. Il y a un personnage qui s'appelle Mom et qui nous envoie des messages pour nous réconforter et on peut le désactiver. On peut désactiver cette feature, notamment si c'est quelque chose qui peut être mal reçu par des personnes qui ont des relations familiales complexes. Donc voilà, il y a vraiment toujours ce côté risque du procès d'intention, quoi. On va très très rapidement passer sur le dernier point que j'aimerais aborder et que je pense que vous aimeriez aborder aussi parce qu'on l'a beaucoup évoqué notamment en introduction, et c'est cette question de se détacher du jeu vidéo comme une stratégie de survie, y accorder moins de temps de notre vie. On y accorde déjà beaucoup de temps professionnel et du coup y accorder moins de temps de notre vie, à la fois parce que c'est aussi une façon de diversifier nos influences. On a parlé autour du cinéma notamment, des guides de l'animation, que ça permet d'amener d'autres choses sur la table, que ça permet de créer une distinction entre la vie professionnelle et le loisir aussi, parce que c'est vrai que quand j'ai passé ma journée à jouer au jeu sur lequel je travaille pour tester des trucs, débugger, je sais pas quoi, en fait, quand je rentre chez moi, même naviguer Netflix avec la manette de Xbox, ça me donne envie de tout envoyer bouler parce que j'ai juste pas envie de tenir cet objet dans ma main. Et donc voilà. Et aussi le fait que s'éloigner du jeu vidéo comme stratégie de survie, ça permet aussi d'être moins impacté par les gamers, justement. Je leur mets des guillemets parce qu'ils ne méritent pas mieux. Et de ne pas les avoir dans son champ de vision, se protéger. Et du coup aussi la question d'aller se ressourcer dans des cultures qui sont peut-être plus bienveillantes pour soi. Et là-dessus, j'aimerais bien t'écouter, Léna, notamment sur la question de... on a beaucoup parlé de racisme, mais du coup, est-ce que aller se réfugier dans des cultures dans lesquelles toi, femme noire, tu te retrouves plus et aussi, est-ce que ça t'amène des choses particulières ensuite dans ta pratique? Ouais, totalement. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde.
j'ai jamais eu une énorme pratique de jeux vidéo, donc c'est même pas un problème pour moi de me déconnecter de jeux vidéo parce que de base, je suis pas super connectée dessus. Enfin, avec le travail, je le suis forcément, mais pas des masses. Et j'essaie de trouver. En fait, c'est quelque chose qui est bon aussi pour la pratique créative et c'est quelque chose qui est bon pour sa santé mentale, hein, tout bêtement. Mais je trouve beaucoup plus de. En fait, on est particulièrement sur la représentation des femmes noires et sur l'écriture des femmes noires. On est tellement en retard dans le jeu vidéo, c'est une catastrophe. Et je lis énormément. En fait, je me suis remis à la lecture il y a quelques mois. Et juste, j'ai redécouvert des autrices noires américaines et françaises aussi d'ailleurs. Et j'ai l'impression d'avoir été complètement coupée de cette espèce d'imaginaire collectif qu'on partage tous, enfin qu'on partage toutes entre meufs noires. Et cette espèce d'impression de enfin me retrouver représentée et de voir des complexités de ma vie que je retrouve absolument pas du tout dans le jeu vidéo. Et du coup, ouais, c'est en tout cas moi ma pratique vraiment cocon qui me fait du bien et qui me permet de me sentir représentée, bah, c'est dans la littérature, la nouvelle fiction américaine, quoi. Il y a énormément d'autrices qui sont super intéressantes là-dessus. La mode aussi, très bêtement, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai avec ma patronne au travail qui est une grande styliste et une grande amoureuse de la mode et qui écrit la philosophie dessus, enfin qui est passionnante. Et pareil, c'est quelque chose qui a étrangement beaucoup informé mon écriture et a beaucoup informé ma création récemment. Et d'autant plus parce qu'il y a énormément de créateurs qui sont super inclusifs et qui sont super divers et qui vont utiliser des références de vêtements et de culture qui me sont bien plus, qui me ressemblent beaucoup plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut forcément encourager parce que je pense que de toute manière avoir le nez, enfin avoir la tête dans le guidon et d'être complètement consacré à un domaine, c'est jamais une bonne chose. Et ouais, je pense que c'est un conseil pour d'autres meufs racisées qui ne se sentent pas représentées. Il faut pas trop compter sur le jeu vidéo là-dessus parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'exécutifs blancs qui sont les meufs noires c'est cool ce mois-ci donc on va en mettre une dans notre jeu. Si vous voulez vraiment avoir votre vie intime qui est à représenter et qui vous touche, la littérature très accessible en plus, hein, moi c'est mon truc. Ouais, c'est beaucoup de femmes autrices de toute façon racisées comme blanches qui rappellent, c'est le truc de La chambre à soie de Virginia Woolf ou Mieko Kawakami en parle aussi. C'est à un moment donné, si jamais pour me vider j'ai besoin d'un crayon et d'un stylo, d'un crayon et d'un papier, ce sera toujours plus facile que de trouver tout le reste de l'appareil, quoi. Et effectivement, c'est vrai que de temps en temps, ça fait plus de bien d'aller lire Maryse Condé que de juste jouer à Apex, même si dedans il y a des meufs noires, tu vois. C'est sûr. Je sais pas trop, peut-être si quelqu'un a envie de rebondir. Je sais que, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo quand même, mais je vais parler de quelque chose qui touche beaucoup de gens dans le monde du jeu vidéo, c'est le burn-out. C'est la fatigue vis-à-vis de son travail. Mon premier poste, j'ai fait un énorme burn-out parce qu'on a fait énormément de crunch. Pendant la pandémie, j'ai fait un énorme burn-out parce que j'avais énormément de mal à séparer ma vie de travail de ma vie privée en ayant un poste de travail depuis chez moi. Le besoin de me séparer du jeu vidéo, c'est aussi venu de ce besoin de survie, de me retrouver autre part et en fait, c'était les seuls moments où je pouvais aller à la surface et genre vraiment respirer, c'était de faire autre chose. Alors pas forcément que pour le burn-out, je veux dire même en dehors de quand on quitte son travail, quoi. Pour moi, j'ai plus de plaisir dans d'autres activités que le jeu vidéo. Et du coup, c'est vraiment important que je me rappelle que ça soit là. Et typiquement, avec le burn-out, par exemple, que j'ai vécu pendant la pandémie, je pouvais pas toucher à mon PC. J'avais mon PC du travail à côté de mon PC perso, j'étais toujours au même bureau. Si j'y étais, j'avais des crises d'angoisse, j'avais envie de pleurer. Je pense qu'il y a des jours où j'allais travailler en pleurant. Et du coup, me séparer, ne pas forcément aimer le jeu vidéo, faire autre chose que du jeu vidéo, ça a été aussi le moment de trouver, comme Léna disait, de l'inspiration, des choses qui sont beaucoup plus diversifiées, mais qui ont un œil différent. Pareil, j'aime beaucoup la mode et juste m'intéresser à la mode en tant que personne principalement blanche. J'ai découvert des cultures, j'ai découvert des inspirations, ça m'a fait ce petit fil de je vais m'intéresser à autre chose. Et j'ai pu le rattacher un peu à mon appréciation du jeu vidéo aussi parce que je me suis dit tiens, je vais chercher un peu le concept art, les stylistes dans le jeu vidéo, comment est-ce qu'on communique ce genre de trucs. Et tout ça existe en dehors du monde de jeux vidéo.
Et même avec mon travail actuel où on s'intéresse beaucoup aux films d'horreur, les codes d'un film d'horreur, c'est pas du tout les mêmes que tu peux mettre dans un jeu vidéo, mais c'est toujours hyper intéressant de voir ce qui fonctionne, de voir ce que tu peux réutiliser et d'avoir des conversations avec des gens qui ne sont pas autour du travail ou quand tu les vois en dehors, même pour prendre un verre, pour prendre des nouvelles, ils ont autre chose à te dire que j'ai joué à ça et j'ai joué à ça et en plus après le travail j'ai fait ça parce que c'est aussi ça, c'est au bout d'un moment ça pèse en fait, je trouve, d'avoir que ça dans sa vie. Et peut-être que en vrai je dis ça, mais pour certaines personnes ça fonctionne et franchement trop bien pour vous. Moi ça a jamais fonctionné, c'est pas quelque chose que je peux amener dans ma vie d'être H24 vraiment là-dessus. Et je pense que c'est important aussi de se dire si j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie ça sera pas que du jeu vidéo. Et du coup j'aurai plus d'ouverture grâce à ça, je pense. Ouais, effectivement, ça rejoint assez ce que disait Peggy tout à l'heure sur ça, sur le fait d'avoir une porte de sortie, en fait, de pas complètement s'enfermer dans le truc. Peut-être, Peggy, tu veux ajouter quelque chose rapidement? Ouais, bah effectivement, pour moi, c'est super important de me dire que le jour où j'ai besoin de partir et le jour où c'est trop dur, je m'en vais, quoi. Je pars, je coupe tous les ponts, je me trouverai d'autres domaines professionnels dans lesquels bosser, et ça sera pas un souci, quoi. Et au plus possible, j'essaie de me ménager ça. Je suis passé en indé parce qu'en fait, travailler pour des clients qui ne viennent pas du vidéo, c'est aussi travailler dans un autre système de référence. C'est aussi parfois être mieux payé. Et c'est arrivé autour de personnes dans lesquelles c'est toi l'experte dans la situation. C'est à toi que les personnes vont se référer pour avoir l'expertise. Et les clients vont pas te dire oui, mais dans Dark Souls, voilà comment c'est fait. Tu vois, c'est un truc qui arrive quand même beaucoup moins. Et le choix de passer en freelance, ça venait aussi de cette motivation. Ça venait aussi d'être moins en contact avec des gens du jeu vidéo, de profiter du fait d'être à domicile aussi pour pas me retrouver à faire du small talk dans les espaces de travail et pas avoir à parler une énième fois de Final Fantasy XV, quoi. Et voilà. Il y avait une stratégie de survie dans le fait de me dire je vais plus dans des bureaux, à partir de maintenant je vais dans ma petite campagne et je me trouve une maison pour élever mes poules et ça sera de toute manière une meilleure stratégie que de continuer à venir au bureau tous les jours, quoi. Il y a aussi un truc, c'est que moi j'ai fait un burn-out pendant la pandémie, ouais. Et ma première réaction, c'était de jouer à des jeux, c'était de me dire ah bah tiens, j'ai du temps libre, donc je vais enfin pouvoir faire tous les AAA auxquels j'ai pas joué. Et en fait, j'en ai fait 2 et j'ai eu ce moment où j'étais en train de jouer à Plague Tale et je me suis effondré devant une scène, je vais pas la décrire, mais une scène trigger dedans. Et en fait, je me suis dit, le jeu vidéo auquel on me demande de jouer, le jeu vidéo qui fait partie du corpus institutionnalisé et noble, on va dire, n'est pas à même d'être un environnement qui est safe pour moi et qui me permet de me ressourcer, de me réparer. Et toutes les fois où quelqu'un va invoquer une référence de jeu vidéo, de sa jeunesse ou de son parcours récent, genre dès qu'il y a un Jean-Michel qui me parle de Symphony of the Night, en fait il néglige qu'on n'a pas le même discours. Il néglige que genre lui il l'a vu avec un regard assez coulant et avec une barre et un niveau d'attente qui était assez bas sur des questions de représentation et d'accessibilité. Et en fait il va prendre sa propre expérience comme une espèce d'étalon pour considérer la mienne, alors que moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je prends Symphony of the Night dans les mains, c'est beaucoup trop détaillé, c'est pas lisible, c'est injouable, les contrôles de la caméra sont dégueulasses, ça lag, c'est pas beau, c'est pas intéressant, la musique est pas bien, il faut arrêter de dire que la musique de Symphony of the Night est bien. Et c'est juste un supplice, et c'est pas juste un supplice en tant que tel, c'est aussi un supplice parce qu'il y a tellement d'émules et c'est tellement devenu un des trucs référencés dans le milieu indé des roguelites et autres, et ad nauseam, que ça en devient juste moi ça me fout la nausée, quoi, de jouer à des jeux comme ça, genre j'en entends parler H24, faut vraiment que je passe à autre chose, quoi. Et à côté de ça, le milieu des wholesome games, j'ai aussi beaucoup de réserves dessus, c'est-à-dire que effectivement c'est bien de jouer à des jeux qui te challenge pas et qui te mettent pas en danger, mais ça va pas porter les témoignages que tu as besoin d'entendre si tu as besoin de les entendre. Ça veut pas dire que les personnes derrière sont concernées par tes problématiques. Ça veut pas dire que les personnes derrière empathisent avec ton parcours de vie. Et ça veut pas dire que les personnes derrière sont mieux traitées que le reste de l'industrie. Parce que des questions de harcèlement sexuel et de crunch dans le milieu indé, il y en a tout autant que dans les milieux AAA. C'est juste qu'elles sont plus difficiles à recouper. Il y a moins de témoignages. Il y a moins la possibilité de retrouver, de retracer les gens.
Et voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai aucune illusion sur le fait qu'il y a autant de problèmes dans les milieux indés qu'ailleurs. Parce que je voyais plutôt dans le chat parler quelqu'un qui disait mais l'indé est une alternative. Vraiment pas. Surtout pas dans le contexte actuel où le milieu indé est saturé et extrêmement compétitif. On peut vraiment pas considérer que ça soit une alternative. Ça l'est pour les quelques élus comme Super Giant Game qui ont l'assise, on va dire la base d'utilisateurs, de joueurs et la base financière de se permettre d'avoir des pratiques qui sont exceptionnelles. Mais vraiment pour la vaste majorité, ça reste l'industrie et le crunch restent les talents, quoi. Voilà. Effectivement. Si ça vous va, je voudrais bien qu'on passe à la conclusion. On va juste faire un très très rapide tour de table. Je suis désolée, on va pas avoir le temps de prendre vraiment des questions. J'en ai peur si on veut pas prendre de retard sur le planning. Mais on a beaucoup évoqué en filigrane pendant cette table ronde la question de changer de taf. Et c'est une vraie question en fait à mon avis. On verbalise qu'on n'aime pas les jeux vidéo ou que ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est aussi facile de verbaliser le fait qu'on pense, enfin, je sais pas vous, moi je pense très fréquemment à changer de taf, alors que pourtant je suis dans une position extrêmement privilégiée. On a monté un studio avec des gens que j'aime beaucoup. Le studio, il est aussi horizontal que possible. Je suis pas la seule meuf dedans. Enfin, on n'est pas non plus les champions de la diversité, hein, mais on fait de notre mieux, disons. De toute façon, on n'a recruté personne, donc au moins, on n'a pas recruté de mec blanc. Mais en tout cas, je suis dans une position qui est extrêmement privilégiée. Et pourtant, je pense tout le temps à partir, à faire autre chose. Et vraiment, il n'y a pas une semaine où j'y pense pas. Et je voulais savoir si vous y pensiez, si c'était quelque chose... Enfin, du coup, je le sais un peu. Mais voilà, qu'est-ce que c'était votre rapport à cette idée de... est-ce que je pourrais faire complètement autre chose et si oui, comment? Peut-être Camille, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, complètement. Du coup, ouais, moi, s'il y a un truc que j'ai un peu découvert en préparant cette table ronde avec vous, c'est qu'on y pensait un peu tous et toutes. Et moi, c'est vrai que, j'ai l'impression moi, je suis quelqu'un qui prévoit pas mal. J'ai besoin d'avoir un plan B, un plan C et donc, je réfléchis beaucoup, je fais les choses, très intentionnellement, quoi. Je fais pas les choses au hasard et c'est vrai aussi pour ma carrière. Et en vrai, pour l'instant, en effet, j'ai pas trouvé, on va dire le format, d'entreprise slash de projet slash voilà, qui me convenait vraiment et dans lequel je me sentais vraiment bien. Et je suis tout à fait d'accord, je rejoins complètement, ce qui a été dit avant sur le fait que, garder en tête la possibilité de pouvoir partir et se laisser, se négocier de la marge de manœuvre pour pouvoir partir et pour être capable de dire: «J'abandonne le jeu vidéo». Ce que je trouve encore à l'heure actuelle très c'est dur d'y penser, après avoir investi autant de temps, d'argent dans les études, dans se former, dans supporter le sexisme et toutes les dérives de l'industrie et cetera. Il y a un peu ce côté où, voilà, j'aurais pas envie de lâcher demain. Mais ouais, moi, c'est quelque chose auquel je pense, j'ai déjà, je pense 3 coups d'avance sur, ce qui va se passer dans ma carrière, et comment est-ce que je peux trouver un quelque chose qui me convient. Mais clairement, je pense que je peux dire déjà maintenant, alors que j'ai 4 ans et demi de travail, dans le jeu vidéo, je peux dire que je sais que je finirai pas ma vie dans le jeu vidéo et que je ferai autre chose à un moment parce qu'au bout d'1 an, 2 ans, j'étais déjà épuisée, en fait. Donc voilà, moi je l'accepte et j'essaye de voir tout ce que je peux faire, d'ici là, mais ça reste quelque chose qui me semble assez inévitable, en tout cas à l'heure qu'il est. Léna, peut-être? Ouais, c'est une question sur laquelle je suis super ambivalente et j'ai envie de dire non, j'ai pas envie de partir parce que, pareil, après cette pandémie, après les nombreux burn-out et voilà, cette espèce de fatigue qu'on a tous avec l'industrie, ma seule manière de garder d'aller bien, c'est de garder énormément d'espoir et d'être peut-être un petit peu inconsciente et un peu bête là-dessus, mais moi j'ai vraiment énormément d'espoir et je vois plein d'initiatives qui se font. Et je vois énormément plus de personnes qui me ressemblent ou plus de personnes marginalisées qui arrivent dans l'industrie. Donc,
un grand espoir, et aussi j'ai l'impression que ma fatigue et mon épuisement général face au travail est pas forcément lié aux jeux vidéo, et j'ai l'impression que c'est plus un contexte général de travail au 21e siècle et de capitalisme et de tout ça. Donc je me dis, en fait, je suis pas sûre que changer de carrière va beaucoup m'aider à ce niveau-là. Donc j'essaye de garder le plus d'espoir possible pour le jeu vidéo, et j'ai énormément de choses à dire et j'ai énormément de choses que j'ai encore envie de faire, donc je garde un œil très optimiste là-dessus. Mais voilà, je pense que le capitalisme m'aura avant le jeu vidéo, donc ça va. Il marche main dans la main. Andy, peut-être sur cette question de quitter l'industrie. J'ai pas plusieurs réponses. Si j'étais restée en France, sûrement. Le test assurance qualité en France, c'est super mal payé, c'est super mal reconnu. J'aime pas comment les gens me parlent, j'aime pas comment mes pairs de développement me parlent. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans la vie, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai fait un choix personnel de venir au Canada. C'est pas du tout pour vendre le Canada comme ce pays absolument magnifique, c'est pas le cas. Mais pour moi, je suis dans une ville où j'ai un salaire qui me convient assez pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, pour pouvoir subvenir à tout ce que j'aime faire en dehors du jeu vidéo. Je suis sur un projet qui m'intéresse. Je suis dans une équipe qui m'intéresse, que je trouve quand même assez sympa, avec qui c'est assez plaisant de travailler. J'ai pas de déterrant au niveau de mon travail parce que je suis dans un travail qui est plus technique. Je suis plus dans la qualité, je suis plus dans connaître le moteur, connaître les processus, etc. Enfin, moi, j'aime bien cet aspect problem solving qui est avec mon taf. Je pourrais le faire dans n'importe quelle autre industrie. Je pourrais faire du test logiciel qui est mieux payé, mais c'est aussi du test logiciel, et le logiciel, c'est chiant. Du coup, autant faire un travail que j'apprécie sur un support que j'apprécie tant qu'on me permet de vivre correctement avec. Après, j'ai la porte ouverte parce que j'ai d'autres centres d'intérêt. J'ai envie de faire d'autres choses de ma vie aussi, mais je me mets assez de temps personnel pour pouvoir faire ces choses. Si vous regardez mon Twitter, par exemple, je dessine beaucoup et c'est quelque chose que je fais beaucoup parfois sur mes heures de travail parce que je n'ai pas beaucoup de respect. Bonjour. Mais c'est quelque chose qui pour moi est important et c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui me garde aussi pour me dire que mon taf c'est pas toute ma vie et ça me permet de raisonner. Je peux continuer dans cette industrie pour l'instant parce que j'ai cette position de privilège d'être dans beaucoup de choses bien, dans une culture d'entreprise aussi qui est très correcte. Mais si j'avais été en France, je serais sûrement déjà partie. Big up les Français, les Françaises. Du coup, peut-être, Peggy, une petite minute pour ajouter ta pierre à l'édifice avant qu'on conclue la table ronde. Ouais, moi j'en avais déjà un petit peu parlé, mais le fait de passer freelance et d'aller voir directement des clients et d'être plus dans un rapport justement de prestation que vraiment directement dans l'industrie. Pareil, moi je me suis toujours arrangé pour passer par des petits studios indés qui étaient déjà un petit peu en marge dans l'esthétique. Justement, j'en parlais pas vraiment dans les pratiques, mais plus dans l'esthétique. Moi, aujourd'hui, ma réponse, c'est de peu à peu essayer de faire de plus en plus du graphisme et de moins en moins de l'art, en fait. Déjà parce que c'est plus transversal et c'est un métier un peu technique qui concerne d'autres champs. Et aussi parce que je me questionne beaucoup sur l'avenir du jeu vidéo, la course à la technologie. La pandémie nous a prouvé que les ressources pour faire des matériaux technologiques n'étaient pas inépuisables et que de toute manière il y aurait une transition qui allait s'opérer un jour ou l'autre. Et j'y pense beaucoup. Et je pense que c'est aussi la deuxième raison qui fait que j'envisage de partir, en fait. C'est de me dire je veux pas forcément participer activement à l'explosion du secteur, je veux pas être forcément là quand ça pète, et j'ai pas rattrapé les bouts cassés pour les autres, mais par contre je suis à peu près persuadé que je trouverai d'autres endroits où faire ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, je pense que je suis bonne à ce que je fais, je pense que j'ai une expertise et je pense qu'elle est valable. Et je veux pas renier ça, quoi. C'est juste que je trouverais d'autres endroits où l'appliquer, quoi, et qui seront pas forcément dans l'industrie du JV. Donc voilà. Ok. Bon, merci à tous en tout cas. C'était passionnant de vous écouter. C'était tellement passionnant qu'il ne reste plus que 5 minutes à Cindy et Camille pour se préparer pour le Q&A. Toutes mes excuses pour ça. Normalement, je suis pas trop mauvaise pour contenir les flots de parole, donc on va quand même rester dans les temps. Mais par contre, quand ils sont passionnants, c'est plus dur pour moi
regarder l'heure. Donc, merci beaucoup Camille, Léna, Andy, Peggy pour votre participation à cette table ronde et j'espère que c'est des sujets qu'on aura l'occasion de continuer à aborder pendant cet événement et puis aussi juste avec vous parce que vous êtes de très chouettes personnes et du coup, pour celles et ceux que ça intéresse dans le public, il y a les réseaux sociaux affichés. Non, putain, c'est dur de savoir sa gauche, de sa droite avec le mode miroir. Mais du coup, par là, sous tout le monde, sauf Léna, mais c'est pas grave, parce que si vous voulez vraiment lui parler, on peut peut-être faire la mise en réseau aussi. Donc, n'hésitez pas. Je rends l'antenne pour Cindy et Camille. Et je remercie tous les spectateurs qui étaient là d'avoir participé. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir de temps pour des questions. J'essaierai sur les 2 prochaines tables rondes que ce soit le cas. Merci encore. Merci à toi Thaïs, merci tout le monde. Salut.